Le compagnon guide numéro 56, podcast numéro 8. Édito. Ce semestre aura été placé sous le signe du voyage et de l'ouverture internationale. Tout a commencé avec la visite de notre évaluateur IGDF, venu spécialement de Paris pour passer notre école au crible. L'IGDF veille à garantir des standards de qualité et de bien-être élevés dans toutes les écoles de chiens guides affiliées. Pendant plusieurs jours, notre équipe a donc accueilli cet œil d'expert, partageant nos méthodes, nos réussites, mais aussi nos axes de progrès. Une expérience toujours enrichissante qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes pour nos élèves à quatre pattes et leurs futurs bénéficiaires, bien sûr. À peine le temps de souffler que nous avons organisé la 3e édition de la Marche Ardente. Vous découvrirez tout ça dans notre encart dédié dans la section Actu. 3 jours plus tard, nos valises étaient prêtes à nouveau. Direction Warwick en Angleterre pour un grand congrès international organisé par l'IGDF, qui a rassemblé des professionnels passionnés venus des 4 coins du monde. Ces rencontres sont précieuses. Elles permettent d'échanger sur les dernières avancées en matière d'éducation, d'accompagnement et de recherche autour du chien guide. Puisque nous parlons d'horizons lointains, vous découvrirez dans ce numéro un article consacré aux chiens guides à Hong Kong. Une plongée fascinante dans une autre manière de concevoir leur formation et leur rôle dans la société. Et comme les voyages commencent parfois dès les premiers pas, c'est avec une joie toute particulière que nous vous annonçons l'arrivée d'une nouvelle génération de chiots prometteurs. Ces belles petites boules de poigne ignorent encore qu'elles connaîtront elles aussi un jour de belles aventures, aux côtés de celles et ceux qu'elles accompagneront un jour sur le chemin de l'autonomie. Merci de faire partie de cette belle aventure à nos côtés et très bonne écoute. Actu. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast du Compagnon Guide. Voilà déjà quelques numéros que vous entendez ma voix et ça me fait toujours plaisir de savoir que vous accordez beaucoup d'intérêt à ce support qui nous tient très à cœur. Passons, si vous le voulez bien, à l'actu d'entrevue qui n'est composée que de super nouvelles, donc de quoi mettre un peu de soleil dans votre quotidien, en tout cas je l'espère. Nous allons commencer par l'évaluation IGDF 2025 de l'association. En mai dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir notre évaluateur IGDF venu spécialement de l'école de chiens guides de Paris. Alors qu'est-ce que l'IGDF ? Eh bien c'est l'International Guide Dog Federation, c'est-à-dire un organisme qui fédère et encadre les écoles de chiens guides tout autour du monde. Il définit des standards exigeants en matière notamment d'éducation de nos élèves canins, d'accompagnement de nos bénéficiaires et de bien-être animal afin de garantir un service de qualité aux personnes déficientes visuelles. L'IGDF visite chaque école tous les 5 ans afin de vérifier le respect de ces standards. C'est donc avec une immense fierté que nous pouvons aujourd'hui vous annoncer qu'Entrevue a réussi cette évaluation avec succès. Cette reconnaissance officielle vient saluer l'engagement constant et la compétence de toute notre équipe. Nous souhaitons forcément adresser des remerciements à notre conseil d'administration, à nos employés, à nos familles d'accueil, ainsi qu'à nos bénéficiaires qui ont accepté de partager leur expérience avec notre évaluateur. Autant vous dire que leur disponibilité et leur implication ont été essentielles pour attester de la qualité de nos actions. Bien entendu, n'oublions pas de féliciter également nos fabuleux poilus qui ont su démontrer tout leur savoir-faire et leur savoir-être au cours de cette évaluation. Au-delà de la validation obtenue, nous avons vécu ces journées comme un véritable échange humain et constructif, donc un grand merci à notre évaluateur. Cette 3e reconnaissance de l'IGDF nous encourage à poursuivre avec encore plus d'énergie notre mission au service des personnes déficientes visuelles. Bravo à toutes, bravo à tous. Autre très belle histoire pour Entrevue, récemment, les élèves de l'Institut des Sacré-Cœur de Waterloo ont relevé un défi solidaire un peu hors du commun, c'est-à-dire courir pour financer l'arrivée d'un futur chien guide. Entre marathon collectif et course à l'aveugle, l'élan de générosité a été remarquable. En amont, une rencontre a été organisée avec notre équipe et avec les élèves sur place à Waterloo, et cette rencontre a suscité énormément d'intérêt, de réflexion, de questionnement quant
au chien guide, quant à ses missions, donc c'était super enrichissant, autant pour eux que pour nous, je le pense. Et quels sont les résultats de cette action? Plus de 2000 € récoltés. Donc un immense bravo aux jeunes participants et à leurs enseignants pour cette initiative très très inspirante. Grâce à eux, Nuage vient tout juste de rejoindre l'aventure Entrevue. Encore merci aux élèves de l'Institut des Sacré-Cœur de Waterloo. Et finalement, je ne pouvais clôturer cette section Actu sans revenir sur la Marche Ardente 2025. Alors oui, effectivement, ce n'est pas une actualité toute récente, parce que notre marche s'est déroulée en juin, donc la 3e édition de la Marche Ardente, et vous étiez plus de 1100 à participer. On tenait vraiment à vous en remercier. C'était un super moment qui était passé sous le soleil, avec des familles, des amis, des passionnés qui ont parcouru les différents sentiers du Bois du Sartillement, dans la joie et la bonne humeur. Donc on tenait à adresser un immense merci à nos bénévoles pour leur incroyable investissement durant toute cette journée. C'est pas évident d'organiser un événement aussi grand, mais on le fait avec le cœur et vraiment ça s'est ressenti. On tenait surtout à adresser un énorme merci à Pascal, co-organisatrice de l'événement, ainsi qu'à 2 photographes qui ont pu immortaliser l'événement. Vous retrouvez toutes leurs photos sur nos réseaux sociaux, donc merci à Kiran Photographie et à Jean-Michel Meurens qui nous ont proposé des clichés qui capturent vraiment très très bien l'ambiance de ce si beau moment. Je vous disais que l'événement n'était pas spécialement d'actualité, mais attention, notez déjà la date de la prochaine édition, ça c'est vraiment un scoop. La prochaine édition de la Marche Ardente aura lieu le dimanche 14 juin 2026. Donc aucune excuse de ne pas en être, notez bien la date de votre agenda, nous nous réjouissons déjà. Allez, on passe à la suite et je pense que nous allons voyager, peut-être même de l'autre côté de la Manche. C'est parti. Carnet de voyage, entrevue en Angleterre. En juin dernier, notre équipe a participé à la 17e conférence de l'International Guide Dog Federation, IGDF, à l'université de Warwick en Angleterre. Ce voyage a été rendu possible grâce à la volonté de notre conseil d'administration de proposer aux employés une formation continue de qualité, ainsi qu'au soutien financier de la Fondation Roi Baudouin. Ce fut un privilège de rencontrer et d'échanger avec des professionnels venus des 4 coins du monde. Une centaine d'organisations issues de 33 pays et de 6 continents étaient présentes, toutes animées par une même passion, rendre de l'autonomie aux personnes déficientes visuelles grâce aux chiens guides. C'est donc un immense honneur pour moi de vous présenter ce carnet de voyage, mais je ne suis pas seul, je suis en présence de mes 2 comparses d'aventure, Joël et Manon. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va super, et toi? Je dois bien vous avouer que j'avais le secret espoir que vous répondiez à ma question en anglais, mais tel n'a pas été le cas. Ça vous manque pas trop l'anglais ? Après en avoir entendu pendant une semaine, écoute, là ça va. Maintenant, je me suis inscrite par contre à des cours d'anglais que je vais commencer à partir de septembre afin de pouvoir perfectionner ma communication avec mes collègues du monde entier. Tu es formidable, Manon. Et bien sur ces bonnes nouvelles linguistiques, passons directement à la suite. Manon va vous présenter en français, je vous rassure, le tout premier jour du voyage. C'est parti. Alors donc on a démarré le jeudi 19 juin, Jeff, Joël et moi-même, à la gare des Guillemins. On a pris le train afin de prendre soin de notre belle planète. Par pur hasard, on a rencontré une famille d'accueil avec qui on a pu faire un bout de chemin jusqu'à Bruxelles-Midi. À Bruxelles-Midi, on a eu un petit temps d'attente car l'Eurostar a eu du retard. Une fois dans l'Eurostar, on a pris le tunnel sous la Manche. Une fois arrivés à la gare de Londres Saint-Pancras, nous avions pris un taxi. Il faisait vraiment très beau. Londres était ensoleillé. C'est pas souvent qu'on voit ça. Du coup, on a dégainé nos téléphones et on a pris des photos à gauche et à droite. Et direction la gare de Marylebone. On a pris un petit train, on a traversé la campagne anglaise qui était magnifique afin d'arriver à Warwick University. On est arrivé à 15h à l'hôtel qui est attaché à l'université. On a pu rencontrer plus de 340 personnes qui font le même métier que nous. C'était vraiment impressionnant car on a pu voir des voisins européens, comme des personnes qui venaient de l'Amérique, de l'Australie, du Canada, de l'Asie également. Les échanges ont été vraiment très fluides. Il y a une grande curiosité professionnelle qui s'est installée. Des questions du style quelle race de chien on travaille, combien on en met en service chaque année. Est-ce qu'ils rencontrent également des difficultés à recruter des familles d'accueil? Est-ce qu'il ne fait pas trop froid, trop chaud chez eux pour les entraînements?
En tout cas, sans cette fatigue du voyage, on aurait aimé pouvoir échanger comme ça toute la nuit. Merci beaucoup Manon pour ce récit tout le moins ferroviaire, et c'est vrai que je te rejoins totalement, il était super agréable de rencontrer autant de professionnels qui partageaient la même passion que nous, c'était effectivement très impressionnant. Je passe maintenant la parole à Joël pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le premier jour de conférence. On y va. Alors durant ce premier jour, les domaines étaient vraiment très très variés. On a décidé de se séparer, ça nous permet de ramener le maximum d'informations à toute l'équipe ici en Belgique. Il y avait un grand domaine qui concernait la formation du chien guide, le bien-être pendant les entraînements, le chien en entraînement dans des très très grandes villes, la collaboration avec les familles d'accueil, mais aussi avec les moniteurs en locomotion. Le placement des chiens guides chez des personnes déficientes visuelles plus âgées, avec d'autres demandes, d'autres difficultés. Alors, deuxième domaine, un peu plus pour toi, Jeff, c'était les bons communiqués de presse, les outils de communication. Au niveau des ressources humaines, on a beaucoup aussi discuté de la pénurie des éducateurs chiens guides, de la pénurie des éducateurs en locomotion, mais aussi des risques du métier, principalement au niveau des blessures qu'on peut se faire quand on entraîne des jeunes chiens. Donc fin de journée, on va profiter du repas pour faire connaissance avec d'autres associations. Alors je vous avoue qu'après une journée entièrement en anglais, on a envie d'aller un peu trouver les francophones. Et donc on a découvert l'école de Bordeaux, celle d'Alsace, de Paris, de Provence. Et naturellement, comme ils ne sont pas très très loin de chez nous, on a déjà des tas de promesses de visites respectives. Merci beaucoup Joël pour ce récit du premier jour de conférence. À mon tour maintenant de me jeter à l'eau et de vous présenter le jour 2. Le samedi matin, tout a commencé par un petit déjeuner so British, comme les Anglais savent si bien les faire, mais là n'était pas l'important parce que la journée s'annonçait particulièrement chargée. Je vais vous dévoiler quelques ateliers que nous avons pu suivre durant cette fameuse deuxième journée. Donc on a étudié tout d'abord les stratégies et les projets de l'IGDF pour la période allant de 2025 à 2027. S'en sont suivis des thématiques 100% canines, avec notamment le développement du show, l'accompagnement et la formation du bénéficiaire de chien guide, ou encore la mise à la retraite du chien guide et les implications sur son partenaire de route. De mon côté, j'ai été voir une conférence sur l'accessibilité des chiens d'assistance dans les lieux publics. Finalement, la journée s'est terminée par une conférence commune, une conférence plénière qui abordait la thématique du chien guide face aux nouvelles technologies, ce qui est assez amusant parce que le dernier numéro de ce podcast abordait justement cette thématique. Continuons, après ces heures de concentration, Manon et Joël ont décidé de partir à la découverte du campus de Warwick. Il faut dire que les éducatrices chiens guides aiment forcément marcher, et puis le temps en Angleterre s'y prêtait parfaitement, donc jolie promenade de leur côté, mais celle-ci ne s'est pas éternisée car une grande soirée de gala nous attendait, et oui, rien que ça, le temps de revêtir nos plus belles tenues, et nous nous sommes rendus à la réception afin de faire notamment connaissance avec les écoles du Pays-Bas ou encore de la République tchèque, donc on fait un petit coucou à Léna qui nous écoute certainement. Nous avons également réalisé une chouette photo de groupe avec tous les participants belges à cette 17e édition du congrès de l'IGDF. Mentionnons que nous avons partagé notre table avec l'équipe de Mira Canada et de la fondation Frédéric Gaillan, qui est une association française spécialisée dans la mise en service de chiens guides auprès d'adolescents. S'ils nous écoutent, nous les saluons bien entendu. La fin de soirée, quant à elle, a été animée par le groupe musical Embryonix qui aura fait danser certains et certaines d'entre nous jusqu'au bout de la nuit. Il va de soi, bien entendu, que je ne divulguerai aucun prénom dans ce podcast. En attendant, je propose que Manon nous rejoigne pour la troisième et dernière journée, en tout cas pour Joël et moi, parce que, je vous spoil, Manon est restée un petit peu plus longtemps sur place, mais elle va vous expliquer tout ça directement. Pour le dimanche, donc, au programme, nous avions les stratégies à mettre en place pour garantir le bien-être de nos chiens guides, le partenariat avec les familles d'accueil, le clicker training et les soins coopératifs, ainsi que la collecte et l'analyse des données sur les lignes de chiens guides. Et comme tu le disais, j'ai eu la chance de rester 3 jours supplémentaires. Donc une fois le congrès terminé, on a pris un car jusque l'école de chiens guides de Londres. J'ai eu la chance de participer à 3 journées de workshop sur
des thématiques différentes qui nous permettaient de voir les pratiques utilisées par l'école. Parmi les thématiques qui ont été abordées, on a pu travailler la motivation du chien par la friandise et la désignation d'un objectif, le développement de sa résilience et de son self-control, l'entraînement à la circulation routière et bien d'autres encore. Ce qui m'a vraiment plu pendant ces 3 jours, c'était les échanges qu'on a pu avoir entre les différents éducateurs chiens-guides et de voir qu'on a la même réalité, que ce soit en Australie, que ce soit en Norvège, que ce soit en Belgique. On a vraiment les mêmes problématiques et les mêmes objectifs et je trouvais ça très beau à voir. J'avais une petite question à vous poser. Quelle fut la conférence qui vous a le plus plu ou le plus impacté durant ces 3 jours de conférence? Donc là, on ne parle pas du workshop que Manon a vécu, mais vraiment des jours de conférence. Est-ce qu'il y a une thématique qui vous a plu particulièrement? Je ne sais pas si c'est une conférence particulière qui m'a plu, c'est un ensemble de choses, parce qu'il y avait beaucoup de thèmes abordés qui étaient vraiment intéressants et qui résonnaient bien avec ce qu'on vit ici en Belgique. On nous a parlé du vieillissement de la population et c'est vrai qu'on ressent ça. Les personnes travaillent de plus en plus longtemps, restent en forme de plus en plus longtemps et donc on est face à des demandes de chiens guides chez des personnes plus âgées qui ont bien naturellement des exigences un peu supplémentaires. Et pour répondre à ces exigences-là, il nous faut du personnel hautement qualifié avec beaucoup d'expérience. Et ils ont mis ça en parallèle avec la grosse difficulté de pénurie d'éducateurs chiens-guides et de formation des éducateurs juniors. Alors on n'a pas vraiment trouvé de solution miracle ensemble, mais en tout cas on sait qu'on a des interrogations communes et donc une réflexion commune à avoir à ce sujet. Pour ma part, il y a quand même une conférence qui m'a bien marquée. Ça a été celle sur l'entraînement des chiens guides dans les grands centres urbains. Cette conférence a été donnée par un monsieur qui travaille sur Hong Kong. Comme ça, vous avez une petite idée de quel style de grand centre urbain il s'agissait dans cette conférence. J'étais très impressionnée par la réalité qui était différente dans ce cas-ci. Et d'ailleurs, ce sujet sera développé un peu plus tard en podcast. Donc, on garde la surprise pour le reste. On ne va pas aller plus loin dans cette conférence, que vraiment, il y a tout un sujet qui sera développé sur Hong Kong. Donc, je vous le disais, on voyage à fond. Je vais quand même vous répondre pour ma part, la conférence qui m'a le plus marqué, c'était peut-être celle sur l'accessibilité. Sujet très important s'il en est pour les bénéficiaires de chiens guides. Les statistiques mondiales, je vous le dis, ne sont pas à la bonne et il n'est pas impossible que ce sujet soit traité prochainement dans votre podcast préféré. Joël, comment conclure cet échange ? Je pense que nous sommes tous les 3 revenus avec énormément de motivation, de projets en tête, de possibilités aussi de reprendre contact avec l'un ou l'autre. Je crois qu'on est tous d'accord également pour dire que c'était une organisation formidable. Franchement, bravo à l'IGDF, bravo à Guide UK. Tout était parfait, tout a bien roulé et c'était un moment très très agréable. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais juste conclure avec quelques chiffres qui selon moi sont particulièrement impressionnants. En 2024, l'IGDF c'était 99 organisations membres réparties dans 33 pays. 18 678 chiens guides en service quand même, ça en fait du chien guide. 2894 chiens guides formés. 8 974 chiots en formation, 6 631 employés, 46 520 bénévoles pour une seule et même mission. On passe à la suite et merci Manon, merci Joël. Soutenir les chiens guides. Chers donateurs, chères donatrices, cette année encore, grâce à votre soutien, des personnes déficientes visuelles ont pu retrouver le chemin de l'indépendance. Elles avancent désormais aux côtés d'un compagnon à 4 pattes, formé avec soin, passion et bienveillance. Chaque chien guide remis représente une victoire collective, celle d'une autonomie retrouvée. Pour la confiance accordée, nous tenions à vous dire merci du fond du cœur. Fiche pratique numéro 2. La balade du chien guide et de famille. De retour pour la nouvelle section du podcast du Compagnon Guide, à savoir la fiche pratique numéro 2, la balade du chien guide
et de famille. Joël, pourquoi avoir choisi d'aborder cette thématique dans cette fiche pratique ? Nos chiens guides, ils nous offrent beaucoup de choses. Du compagnonnage, de la présence à la maison, parfois du gardiennage également. Et les chiens guides, ils offrent encore plus, de l'accompagnement, de l'autonomie, de la sécurité. En échange, en général, on leur procure le gîte, le couvert, quelques jeux, des câlins. Mais je pense que le vrai moment intéressant pour le chien sur sa journée, c'est vraiment la promenade. Pour eux, la promenade, ce n'est pas juste aller chercher le pain le matin ou réaliser un jogging en compagnie de leur humain. C'est avant tout un moment qu'on leur offre et durant lequel ils ont le droit de choisir, d'être libres, de vaquer à leurs besoins primaires qui sont de renifler au sol, de découvrir de nouveaux endroits, de rencontrer éventuellement des copains canins. Donc l'importance de balades de qualité, c'est vraiment essentiel pour leur santé et leur bien-être. Les bénéficiaires de chiens d'assistance le savent également et ils vont essayer d'être vigilants à leur proposer ce type de détente. Quelle que soit la vie ou le statut du chien, chien de compagnie ou chien d'assistance, une promenade, ça doit être riche en choix d'itinéraire, en flairage, en rencontres canines. Ça apporte bien plus de satisfaction au chien qu'un tas de friandises et plats de jouets. Je trouve que ce que tu as dit est déjà très intéressant parce que ça montre aussi que le chien guide, le chien de travail comme on l'appelle, ne fait pas que travailler. Il y a ces moments qui sont hyper importants. Tu parlais du flairage, effectivement quand le chien guide est en train de travailler, il ne va pas pouvoir renifler, mais ces moments doivent pouvoir être procurés par leurs bénéficiaires. Donc je trouve ça intéressant quand même de le préciser et je vois que ta fiche technique, tu l'as divisée en 6 grande partie, donc on va aborder ces thématiques point par point, et si tu le veux bien, est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par parler de la durée la plus adaptée aux besoins du chien, qu'il soit de famille ou qu'il soit guide? Alors la durée de la promenade, elle va naturellement dépendre de l'âge du chien, mais aussi de sa taille et de son état de santé. On ne parle pas à un jeune chien de 2 ans dynamique comme on le fait à un vieux chien chihuahua tout petit qui pendant qu'on fait un pas en fait 5. Pour le chien guide par contre, le labrador en bonne santé, il appréciera volontiers une balade d'1 heure par jour, même si on la morcelle en 2 fois une demi-heure. Et les éducateurs chiens guides, quand ils font leur suivi, vont pouvoir indiquer à la personne: bon, attention, ton chien vieillit, commence peut-être à ralentir un petit peu ta démarche pour les promenades détente. Super, ça montre aussi cette belle relation qui continue avec l'éducateur ou l'éducatrice chien guide, c'est souvent très précieux et elles sont pour notre part de précieuses référentes. Donc deuxième point à aborder que tu as nommé, de la liberté de mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, une marche au pied strict, ce n'est pas une promenade. C'est pas éthologiquement très satisfaisant pour le chien. Il peut pas avoir des comportements exploratoires, il peut pas renifler s'il est dans une marche au pied. Donc si on veut aller balader son chien de famille, c'est peut-être intéressant de se munir plutôt d'une longe. Comme ça, le chien peut un peu plus choisir sa trajectoire et aller observer à gauche à droite ce qui l'intéresse. On peut aussi, par exemple, lui laisser choisir l'itinéraire en sortant de la maison, les chiens adorent ça. Pour le chien guide, c'est un peu la même chose. Au travail, il ne se promène pas. Dès qu'il est avec le harnais, il bosse, il ne peut pas renifler, il obéit aux indications données par son maître en matière d'itinéraire. Donc c'est d'autant plus important pour lui, à d'autres moments, d'avoir la possibilité d'une certaine liberté de mouvement. La personne peut apprendre à utiliser une longe dans des endroits simples où la longe ne risque pas de s'entourer autour d'un arbre. Je pense aux ravels, à des sentiers bien aménagés. C'est important pendant le stage que la personne apprenne à faire ce type de détente. Merci beaucoup pour l'explicatif. Passons au troisième point, le flairage, un besoin que tu dis être essentiel. Il a été prouvé maintenant que l'exploration olfactive chez le chien réduit beaucoup son stress et apporte vraiment une satisfaction mentale très importante, bien plus qu'une simple marche ou promenade. Donc c'est vraiment important quand on promène son chien de prendre le temps de le laisser renifler tous les piquets.
Je sais, c'est pas toujours amusant, mais l'objectif, ça doit pas être de faire un maximum de kilomètres. C'est vraiment une balade pour son chien. Certains de mes bénéficiaires disent, c'est sa page Facebook à lui que d'aller renifler tous les piquets. Lorsque le chien guide travaille, c'est la même chose. Au travail, il doit regarder devant lui, donc pas question d'avoir le nez au sol. Mais du coup, à d'autres moments, il faut faire des pauses. Et pourquoi pas d'ailleurs, pendant un long trajet, s'arrêter quelques instants là où il y a un peu de pelouse et mettre le chien à la laisse longue et lui dire allez ok mon gars, va un peu renifler pour savoir qui est passé ici avant toi. Très très bien, je trouve que c'est vraiment super, on a plein de conseils, donc on a parlé de la durée, on a parlé de la liberté de mouvement, du flairage, et puis 4e point, le respect du rythme et du confort du chien. Alors au niveau du chien de famille, je pense que c'est important quand même de réfléchir à l'environnement dans lequel on promène son chien. Parfois quand on vit dans un centre-ville, en fait la balade peut vraiment se transformer en moment très stressant pour le chien. Donc il vaut mieux parfois éviter certains endroits, les grandes routes, la foule, etc. Ou bien adopter nos horaires de sortie. Tôt le matin, tard le soir, il y a moins de monde. Et c'est parfois beaucoup plus cool pour le chien de sortir à ce moment-là. Le chien guide, lui, il a appris en fait à travailler dans des environnements un peu inconfortables. Le centre-ville, la foule, les transports en commun. Et du coup, les balades détente, c'est peut-être mieux, elles aussi, si elles se passent dans des endroits un peu plus calmes. Si on a l'occasion d'aller en forêt, dans un parc, voilà, si vraiment le bénéficiaire vit dans un milieu très urbain, l'éducateur peut recommander une personne ressource. Peut-être qu'un ami, des voisins, la famille peut de temps à autre proposer une promenade un peu plus à la campagne. Je me permets de rebondir, Joël, parce que justement, si vous nous écoutez et que vous souhaitez aider une personne déficiente visuelle à offrir de belles promenades à son chien guide, sachez que nous sommes en pleine recherche, donc n'hésitez pas à nous contacter. Un habitant de votre région cherche peut-être un super bénévole pour l'accompagner, lui et son chien guide, donc n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info au singulier @entrevue.be si ça venait à vous intéresser. Fermons cette petite parenthèse et passons à la suite. Le 5e point, la liberté d'interaction sociale. Quand vous proposez des balades à votre chien de famille, s'il est OK avec ça, ça peut être vraiment très très chouette pour lui d'aller à la rencontre de ses congénères. Je dis bien s'il est OK pour ça, parce qu'il y a des chiens qui prennent peur des autres chiens, ils n'y sont pas habitués, ou qu'ils ont peur des grands chiens, ou des chiens qui ont les oreilles qui pointent. Donc il faut un peu observer son chien et voir s'il est OK avec des rencontres. Pensez aussi à toujours demander à l'autre propriétaire si son chien est sympa. Ça peut être pour lui important d'avoir des interactions sociales. Au niveau du travail du chien guide, on va empêcher nos chiens d'aller vers les autres chiens quand ils travaillent, même d'aller vers l'autre personne quand il travaille. Il faut bien penser que, par contre, dans ces moments de détente, il a le droit d'aller dire bonjour aux passants, voir à un autre chien si l'autre chien est OK avec ça. Donc on peut vraiment prévoir des moments de détente à plusieurs chiens pour que le chien garde toute sa belle sociabilité qu'il a acquise ici en formation. Merci beaucoup et puis passons au tout dernier point, c'est-à-dire le 6e avec la prise en compte de la sécurité. Alors je vois beaucoup de propriétaires de chiens de famille qui sont pas très contents qu'on nous impose d'attacher nos chiens partout et je les comprends, ça vient un peu en concurrence avec ce besoin de liberté, d'interaction sociale, etc. dont les chiens ont besoin. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas oublier l'aspect sécurité du chien. En promenade, même un chien qui a un super rappel, on n'est jamais à l'abri de croiser un lièvre. Et là, le super rappel, en général, n'existe plus. On peut aussi croiser des personnes qui ont un chien en laisse et où le chien est réactif, où la personne a peur des chiens. Et si on n'a pas un parfait rappel, c'est très très compliqué. Donc c'est vrai que l'utilisation d'une longe, même très grande, peut vraiment assurer la sécurité. De plus en plus aussi, on voit fleurir dans les villes des parcs canins. Certains sont un peu petits, d'autres sont plutôt bien faits. Et c'est au moins un lieu où nos chiens ne risquent rien. Ils ont l'occasion d'aller fouiner partout et de jouer avec d'autres chiens. C'est plutôt sympa.
Le bénéficiaire de chien guide, lui, en plus, n'a pas de contrôle visuel de ce que fait son chien une fois qu'il est un peu loin de lui. Donc, c'est vrai que là, on conseille vraiment une longe ou alors une mise en liberté uniquement dans un parc canin. Et même dans un parc canin, on va souvent demander que la personne y aille avec une personne voyante, parce que quand le chien est à l'autre bout du parc, la personne déficiente visuelle ne peut pas vérifier que son chien n'est pas en train de manger des crasses par terre ou de débuter une bagarre avec un autre chien. Donc là aussi, ça peut être intéressant d'avoir de l'aide pour ce moment de détente. Je suis super content de cette partie fiche pratique parce que d'un point de vue très personnel, j'apprends plein de choses. Donc merci aux éducatrices, merci à toi Joël d'avoir rédigé cette fiche sur la balade. Ça semble être un sujet extrêmement banal et puis on se rend compte finalement que ça ne l'est pas du tout, qu'il y a plein de petits conseils et plein de petits trucs et astuces. Merci à toi de t'être penché sur le sujet et puis on passe à la suite. Interview. Valentine et Florent, une famille pour apprendre. De retour pour la suite de ce podcast du Compagnon Guide, et je ne suis pas seul car j'ai l'honneur de recevoir non pas un, non pas deux, mais 3 invités très spéciaux pour cette partie intitulée Interview, une famille pour apprendre. Vous l'aurez compris, je reçois en ce jour une famille d'accueil de futurs chiens guides, Valentine, Florent, sans oublier Laponie. Comment allez-vous ? Ça va super. Ça va très bien. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là, il nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir. Sachez que Valentine et Florent ont eu la gentillesse de participer à cet échange sans véritablement savoir de quoi nous allions parler. Donc merci pour la confiance. Permettez-moi de vous expliquer un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Alors, le rôle des familles d'accueil, il est souvent défini de façon un peu technique, comme étant un rôle de socialisation. C'est le mot qu'on utilise tout le temps, et derrière ce mot se cache énormément de temps, de pratique, d'apprentissage. Néanmoins, j'ai eu envie de me pencher sur un versant un peu plus intime de l'aventure, c'est-à-dire votre ressenti, vraiment ce que vous avez ressenti tout au long de cette aventure, parce qu'on arrive à un moment charnière où Laponie va bientôt rentrer à l'école. Il ne faut pas oublier que l'accueil d'un futur chien guide représente une aventure à la fois humaine et canine, un engagement profond qui s'étale sur 2 ans. Je voulais donc discuter avec vous de manière plus sensible de la manière dont vous vivez ce moment particulier de votre vie. Donc on va immortaliser ça dans un podcast, ça va être super chouette pour tous les auditeurs et pour toutes les auditrices. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter individuellement ? Donc moi c'est Florent, j'ai 28 ans et je suis à l'université donc en train de faire une thèse de doctorat en géologie. Moi c'est Valentine, j'ai 27 ans et je suis logopède dans un centre pour personnes sourdes ici à Liège. Valentine, je me permets de rebondir directement parce que tu parles donc que tu as une sensibilité professionnelle envers le handicap. Je voulais savoir, est-ce que finalement cet engagement envers la déficience visuelle vient de toi, vient de ta profession ? Comment êtes-vous rentré dans ce projet ? Après mon bachelier en logopédie à Bruxelles, j'ai fait une année de spécialisation ici à Liège en déficience sensorielle. Donc j'avais des cours sur la surdité, mais aussi sur la cécité. Et donc c'est grâce à ça que j'ai découvert vraiment le monde de la déficience visuelle et donc des chiens guides. Et quel a été l'élément déclencheur ? Comment est-ce que vous vous êtes dit un jour, ok, je vais devenir famille d'accueil d'un futur chien guide ? C'est quand même une idée qui reste un peu particulière, enfin pas pour les gens qui écoutent ce podcast, mais en tout cas je pense qu'elle est un peu particulière. Florence, est-ce que c'est toi qui as initié cette grande aventure ? Alors non, pas du tout, c'est Valentine qui a fait un travail là-dessus. Et il me semble qu'elle est allée voir en fait une famille d'accueil qui faisait ça depuis un moment. Et donc elle est revenue en m'en parlant un petit peu. Et puis nous, on avait déjà pensé à prendre un chien, mais voilà, on n'était pas formés pour, on ne savait pas trop comment ça se passait et tout ça. Donc on s'est plutôt renseigné sur les chiens guides qui paraissaient correspondre un peu mieux à nos emplois du temps, à notre manière de fonctionner. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés un peu dans l'aventure. Accueillir un futur chien guide, c'est vrai que c'est pas accueillir un chien de famille, c'est plus particulier. Je me demandais quelle a été peut-être votre plus grande surprise quant aux demandes de l'ASBL. Est-ce qu'il y a des choses au départ qui vous ont semblé un peu étranges et que vous ne compreniez peut-être pas quant aux demandes qu'on vous adressait ? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment une surprise parce qu'on était super bien préparés. Donc avant même d'entamer les démarches, l'arrivée de Laponie chez nous, on était vraiment au clair avec le travail qu'on devait effectuer, donc pas vraiment de surprise.
Je pense savoir que Laponie, parce que je suis forcément ses aventures sur Instagram, je vais citer tout à l'heure peut-être son Instagram, à la toute fin de l'interview pour inciter les gens à nous écouter jusqu'au bout. Voilà, je pense que vous l'emmenez dans des endroits très particuliers, et notamment à la salle de sport. Je voulais savoir comment s'est déroulée la demande et quelle était la réception de la salle en question. Est-ce qu'il y a eu aussi une surprise de leur part? Alors j'ai d'abord envoyé un mail en fait à, je sais pas si je peux dire le nom, Basic Fit. Oui. En disant que voilà, j'allais être accompagnée d'un futur chien guide et je pense qu'ils n'ont juste pas trop compris. Et donc, ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas de souci et que si j'avais besoin d'aide, moi, des gens pouvaient venir m'aider, moi. Donc, à mon avis, ils ont cru que j'étais déficiente visuelle. Donc, moi, j'ai profité de la réponse positive du mail et au début, les gens étaient un peu surpris à la salle. Mais une fois une ou 2 semaines après, quand toute l'équipe du Basic Fit a appris à connaître Laponie, ça s'est super bien passé. Et j'imagine que par la suite, ils ont compris que tu étais famille d'accueil et non pas une personne déficiente visuelle. Oui. Et autre petite question, au sein de votre entourage, quel regard vos proches, vos amis, vos collègues ont-ils porté sur cette aventure? Est-ce qu'ils ont été intrigués? Quelle était leur réaction quand vous leur avez annoncé ou quand vous leur avez présenté Laponie? La plupart le prennent bien. Il y en a beaucoup qui posent énormément de questions parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Waouh, c'est vraiment génial ce que vous faites, etc. » Moi, je ne serais pas capable de le faire. Je pense que c'est lié peut-être au processus de séparation qui vient après. Nous, c'est quelque chose qui nous faisait peur aussi, mais on est très très bien rassurés et on voit un peu aussi avec les autres familles d'accueil comment ça se passe. Donc ça, c'est chouette. Transition parfaite, parce qu'on va justement parler de ce moment de séparation. Vous vous en doutez forcément, on doit en parler, c'est toujours une grande question que beaucoup de gens se posent. Comment les familles font pour se séparer du chien? Et dans quelques mois, justement, Laponie s'apprête à entrer à l'école. Donc ça, c'est génial. Et je me demandais, comment pensez-vous vivre ce premier moment de transition? Pour rappel, le chien entrera à l'école le lundi matin et rentrera chez vous le vendredi, un peu comme sur le mode de l'internat, mais pour des moments de qualité, des moments de joie. Et c'est une première étape transitoire. Et comment appréhendez-vous cette étape? On se réjouit quand même parce qu'on se dit qu'elle va vraiment progresser énormément pendant cette période. Et pour nous, c'est bien aussi, comme ça on se prépare. Déjà, ici, on diminue un petit peu le temps qu'on a avec elle. Et ça nous prépare à la suite quand elle partira définitivement avec son bénéficiaire. Et forcément, je l'ai annoncé, est-ce que vous pensez déjà à la séparation future? J'imagine que vous l'appréhendez, forcément, mais comment se prépare-t-on à cette... c'est vraiment une vraie question que beaucoup de gens se posent et je suis heureux de vous la poser et de pouvoir avoir une réponse de l'un et l'autre. J'aimerais que chacun réponde à la question. Pour ma part, je pense que ça vient un peu naturellement. Déjà parce qu'on sait pourquoi on fait l'expérience. On sait que la séparation risque d'être dure pour nous, mais en même temps, c'est une fierté de se dire que Laponie va partir pour servir à un but plus grand que juste nous. Et puis, il faut se dire aussi que, le fait d'aller au cours, le fait de voir les autres familles, de voir comment ça se passe, de voir les autres chiens partir petit à petit, ça nous laisse l'idée en tête que à un moment Laponie devra partir et en fait on s'y fait naturellement à force d'avoir les gens qui nous posent la question. C'est assez pour moi en tout cas c'est assez naturel. Moi ici c'est surtout le fait qu'elle était potentiellement susceptible d'aller à la reproduction. Ça a été quand même dur de se dire ça, mais au final ça a fait déjà un premier travail sur la future séparation. Donc et oui, le fait de savoir qu'elle va vraiment être très utile à une personne, c'est vraiment hyper chouette de se dire ça. J'explique quand même donc cette histoire de reproduction. Donc il faut savoir qu'on travaille avec des chiens qui sont issus d'un élevage spécifique à l'université de Gand, donc Purpios Dogs, et que certaines femelles effectivement sont reprises pour donner vie à plein de petits bébés labradors. Donc c'est un très beau but aussi, et je pense que les deux chemins sont très directs et viennent véritablement en aide au handicap. Donc c'est un très beau but aussi, sans vouloir citer Purpios Dogs, donc ces chiens du destin. C'est quand même quelque chose de splendide également. On continue dans l'introspection, là c'est peut-être les questions les plus difficiles, mais si vous deviez aujourd'hui adresser à la future personne déficiente visuelle qui vivra avec Laponie
un petit mot. Que lui diriez-vous à l'instant T? Ce qui est drôle, c'est que cette personne, d'ici quelques mois, va sans doute vous écouter. Et je trouve ça drôle de se projeter un peu dans le futur et d'avoir un petit mot sans vous connaître l'un l'autre. Voilà, de prendre soin de Laponie, et puis Laponie, elle rend bien, elle rend énormément d'amour, souvent sous la forme de lait lèche, elle adore lécher le visage, donc voilà, j'espère pour toi que t'aimes être mouillé, et voilà, prends soin de Laponie, s'il te plaît. Qui que vous soyez prévenus. Pouvez-vous me citer maintenant peut-être un des plus beaux moments que vous avez vécu dans cette expérience avec Laponie? Je dirais que le plus chouette, il y en a eu beaucoup, mais le plus chouette, c'est le moment où on est allé chercher chez Purpose Dogs et qu'on a eu ce tout petit chien entre les mains. Et que maintenant, on le voit évoluer, on le voit grandir tout le long. En fait, c'est pas vraiment un moment bien précis, c'est toute l'évolution qu'on a vue depuis le début. Et voilà. Je dirais qu'il y a eu énormément de beaux moments, mais pour moi, le meilleur moment, ça a été quand elle a passé un peu l'adolescence. Ce moment hyper gratifiant de se dire « Ah oui, donc tous les petits, tout ce qu'on a fait, en fait, ça commence à porter ses fruits. Tout le travail fourni, en fait, a été efficace et on voit où elle en est arrivée, quoi. » Et si vous deviez me donner un mot-clé, un symbole pour résumer toute cette aventure, quel serait-il pour vous? Juste un mot. Partage. Génial. Des mots très positifs, ça fait plaisir de les entendre. Dernière question avant de se quitter. Comment pourriez-vous inciter d'autres personnes qui nous écoutent à devenir famille d'accueil? Parce qu'on en recherche sans cesse, on recherche toujours des gens super chouettes comme vous, et on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire justement qu'une personne se dise « Ok, là, j'y vais ». Pour moi, je pense que si le milieu scolaire ou professionnel donne le feu vert, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Donc, foncez. Pour ma part, comme je l'ai dit, je pense que c'est une expérience géniale. C'est enrichissant de tous les points de vue, en fait. Nous, on faisait ça en partie pour aussi se former à l'éducation d'un chien. Et on peut pas rêver mieux, parce qu'on a reçu une super formation ici à l'école. En plus de ça, c'est une expérience humaine. Faut avoir un chien comme ça tout le temps avec soi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, oui, comme Valentine a dit, à partir du moment où vous n'avez pas de barrière au travail ou quoi que ce soit, foncez, c'est une aventure géniale. Eh bien, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie tous les deux. Je pense qu'on a bien réussi à atteindre l'objectif de cette interview. En tout cas, je pense que toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui ressortent un peu émues de vos propos. Ça fait super plaisir. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt, peut-être dans ce podcast du Compagnon Guide, pour célébrer peut-être la mise en service de Laponie. On l'espère. Je me permets encore 2 petites informations supplémentaires. Sachez que vous pouvez suivre Laponie en personne sur Instagram. Alors pour la trouver, c'est simple, tapez simplement lapo_de_guide et vous pourrez la suivre toutes ses aventures. Et puis je tenais à adresser un très très grand merci à une personne particulière. Cette personne s'appelle William Van Lerberg et William a pris toutes les photos de Florent, Valentine et Laponie qui se trouvent dans ce numéro du Compagnon Guide. Elles sont canon, mais vraiment canon. Donc je vous invite aussi à aller suivre le compte Instagram de ce super photographe. Pour le trouver, tapez simplement Willy VLB, donc Willy avec 2 L, et vous le trouverez. Vraiment, il fait un travail fantastique. Et je tenais, au nom de toute l'équipe, à le remercier du fond du cœur de nous avoir autorisé à utiliser ces superbes photos dans le magazine. Ça ne le rend que plus beau. Merci énormément Florent, Valentine, Laponie, et merci William pour les magnifiques photos. Inclure le chien guide dans votre testament. De plus en plus de Belges font le choix d'organiser leur succession. En 2023, plus de 75 000 dispositions testamentaires ont été enregistrées. La tendance a continué de croître en 2024. Ce geste traduit une volonté claire. Transmettre avec sens. En intégrant notre mission à vos volontés, vous offrez aux personnes déficientes visuelles la possibilité de retrouver autonomie, sécurité et confiance, grâce à un compagnon de route formé avec soin, écoute et bienveillance. Pour concrétiser ce geste durable, consultez votre conseiller juridique ou contactez-nous. Ensemble, ouvrons la voie vers un avenir plus accessible à toutes et tous. Story. Hong Kong, foule sentimentale.
Lors du congrès de l'IGDF, notre équipe a eu le privilège d'assister à l'intervention de Chris Muldoon, éducateur chien guide au parcours aussi impressionnant qu'éclectique. De l'Australie au Royaume-Uni, en passant par la Pologne et aujourd'hui Hong Kong, Chris s'est bâti une solide réputation, tant sur le terrain qu'au sein des principales instances internationales de notre secteur. Dans ce numéro, nous avons choisi de vous partager le contenu de cette étonnante conférence. Attachez vos ceintures, le compagnon guide met le cap sur l'Asie. Les vertiges de la ville. Impossible d'évoquer la mobilité à Hong Kong sans considérer l'extrême singularité de son environnement urbain. Ancienne colonie britannique devenue région administrative spéciale de Chine, Hong Kong est composée de 263 îles, reliées par un réseau d'infrastructures vertigineuses. Sur une surface restreinte, elle abrite plus de 7,54 millions d'habitants, soit une densité dépassant 6 900 habitants au kilomètre carré, l'une des plus élevées au monde. Ces chiffres saisissants prennent une toute autre ampleur lorsqu'on réalise que cette densité s'élève en hauteur. Immeubles géants, centres commerciaux superposés, escaliers mécaniques interminables, passerelles suspendues, la verticalité y règne en maître. Côté transport, le MTR, Mass Transit Railway, constitue l'ossature du réseau hongkongais. Ce métro rapide, dense et ultra efficace dessert l'ensemble de la région avec une fiabilité remarquable et représente le principal moyen de déplacement pour des millions d'usagers. À cela s'ajoutent les emblématiques tramways impériales, les bus, minibus, taxis, d'innombrables deux roues ainsi que des ferries reliant quotidiennement les multiples îles du territoire. Dans ce contexte, se déplacer aux côtés d'un chien guide revient à affronter un balai urbain dense et imprévisible où l'inattendu est devenu la norme. Hyperconnexion. Au-delà de l'agitation permanente, ce qui saisit à Hong Kong, c'est la mutation profonde des comportements urbains. Aujourd'hui, 90% des habitants de plus de 10 ans possèdent un smartphone, qu'ils consultent en moyenne plus de 5h30 par jour. Le regard absorbé par un écran, l'oreille happée par un podcast, les mains défilant un fil d'actualité, le piéton connecté devient une variable difficile à anticiper. Il ne s'agit pas de dénoncer les technologies ni leur essor inévitable, mais de prendre acte d'une réalité devenue problématique à l'échelle collective. Pour les personnes mal ou non-voyantes, accompagnées d'un chien guide, ces nouveaux usages complexifient les trajets, les rendent plus incertains, plus exigeants, plus stressants, et donc plus épuisants. Le salon des refusés. À ces défis concrets s'ajoutent des obstacles culturels et sociaux majeurs qui freinent l'intégration du chien guide dans la société hongkongaise. D'abord, la prise en charge du handicap repose avant tout sur la cellule familiale. Ce modèle laisse cependant peu de place à des formes d'aide extérieure. Le chien guide, par exemple, reste fréquemment perçu comme un simple animal de compagnie plutôt que comme un véritable partenaire d'autonomie. Par ailleurs, certaines croyances locales accentuent cette distance. Les chiens noirs, notamment, sont parfois associés à la malchance. Ce seul détail peut suffire à susciter réticence ou rejet. L'accueil en famille des futurs chiens guides se heurte lui aussi à de nombreuses contraintes. Dans les foyers aisés, le quotidien est souvent délégué au personnel de maison. Ainsi, lorsqu'un engagement est pris pour accueillir un chiot destiné à devenir chien guide, c'est bien souvent ce personnel et non les membres du foyer qui en assument la charge. Or, ces intervenants ne bénéficient ni de formation, ni de suivi par l'association et ne peuvent répondre aux exigences éducatives requises. S'ajoutent à cela des conditions de vie souvent peu propices. Logement exigu, rythme effréné, journées de travail longues et peu flexibles. Ce mode de vie intense laisse peu de place à la disponibilité, à la régularité et à l'implication qu'exige l'accueil d'un futur chien guide. Sur mesure.
Face à ces réalités, l'Association des chiens guides de Hong Kong, HKSEDSA, a mis en place une série d'ajustements alliant rigueur technique et pragmatisme culturel. Les parcours de formation canine ont été entièrement repensés pour préparer les chiens à évoluer dans des milieux denses. Les simulations incluent notamment des passants absorbés par leur téléphone afin d'habituer les élèves guides à cette situation. Les bénéficiaires, quant à eux, sont formés à anticiper les flux de piétons, éviter les collisions et s'ajuster au tempo soutenu de la ville. Une réflexion a également été menée sur l'apparence des chiens. Les pelages noirs sont désormais écartés autant que possible pour éviter les blocages culturels. Enfin, des formules d'accueil alternatives ont été proposées aux familles. Horaires élargis, implication renforcée du personnel, tout est mis en œuvre pour répondre aux contraintes spécifiques du mode de vie local. Soif d'idéal. L'exemple hongkongais nous rappelle que la formation des chiens guides ne peut jamais se réduire uniquement à des protocoles et des grilles critériées. Elle implique d'intégrer des réalités, de prendre en compte le contexte et d'adapter chaque étape. Un défi exigeant, mais enthousiasmant. Dans un monde hyper connecté, travailler avec le vivant nous rappelle la nécessité de nous rendre disponibles, à l'autre, à l'instant. Car, même pressés par le rythme du quotidien, même noyés dans les vagues numériques, même perdus au cœur des villes les plus verticales, nous ne restons, après tout, qu'un seul et même ensemble, des foules sentimentales. Et voilà pour ce voyage à Hong Kong, j'espère qu'il vous a plu. Je tenais à mentionner un petit fait insolite qui montre bien la situation du chien guide à Hong Kong. Sachez qu'en 2012, Google, donc c'est le nom du chien, fut le premier chien guide officiellement mis en service à Hong Kong depuis plus de 20 ans. Un bénéficiaire nommé David Wong a donc bénéficié de Google et ce premier binôme est devenu un symbole fort de l'autonomie retrouvée des personnes déficientes visuelles en Chine et surtout du rôle essentiel que joue le chien guide dans leur quotidien. Ne nous reste plus qu'à passer à la section que vous aimez tant, à savoir les nouvelles des chiens. On y va tout de suite. Les news. Et comme à l'habitude, j'accueille les éducatrices pour cette partie, les news, et nous allons commencer par les diplômés. Depuis notre dernier compagnon guide, un nouveau binôme a été certifié, Jean-Luc et Isla, et pour nous le présenter, j'accueille leur éducatrice, Alena. Notre adorable petit Isla semble tout épanouie auprès de son nouveau partenaire, Jean-Luc. Elle a démontré son savoir-faire lors d'un parcours certificatif dans les rues de Liège, en ce mois d'août dernier. Aux côtés de Jean-Luc, maître des chiens guides confirmés, elles sillonnent toute la Belgique. Leurs journées sont donc bien remplies. Et pour ce beau binôme, nous tenions à remercier Christiane, Jean-Michel et Antoine, la famille d'accueil d'Isla, pour les mois d'attention et d'apprentissage, Purpios Dogs, l'élevage de cette petite chienne exceptionnelle, et puis bien entendu Alena, son éducatrice dévouée, qui a su révéler jour après jour tout son potentiel. Je vois qu'elle fait des signes à côté de moi, c'est qu'elle est très très heureuse. Grâce à vous, une belle équipe est née, donc bravo Alena, bravo à toutes et tous. Nous en profitons pour saluer Nash, précédent chien guide de Jean-Luc, qui vit une retraite heureuse au cœur des Ardennes. Tu as bien travaillé, bon repos auprès de ta nouvelle famille. Et je reste encore un petit peu avec Alena pour aborder les chiens qui sont actuellement en stage de remise. Durant l'été, Yoshi a rencontré son nouveau partenaire. Nicolas n'en est pas à son premier chien guide. Igloo, décédé en 2024, a laissé un vide énorme dans le cœur de ces jeunes hommes actifs. Mais ils se sont désormais prêts à accueillir un nouveau compagnon de route. L'équipe est déjà bien active à Liège et à Charleroi, où Nicolas exerce son métier. Merci à Fabienne et Jean-Christophe pour leur engagement en tant que famille d'accueil. Très bientôt, Yoshi passera son examen final auprès de Nicolas. Joker a rencontré également son futur compagnon de route. Au moment d'écrire ces lignes, ce binôme est au tout début du stage de remise. Ils apprennent ensemble à se faire confiance et à affronter les difficultés de la ville. Vous découvrirez plus de leur aventure dans le prochain semestriel. Un peu de suspense. Nous remercions Vanessa et Jean-Paul
qu'ils ont mis toute leur énergie et leur amour dans l'éducation des jokers en famille d'accueil. Merci beaucoup Alena et nous passons aux chiens en formation et j'accueille donc pour ce faire Joël. Entré en formation en mai dernier, Lorax est un chien dynamique, sensible et charmeur. Il montre déjà de belles compétences techniques et une bienveillance hors pair. Il a quitté Sylvie pour rejoindre la grande école, mais rentre à la maison chaque week-end. Lila, notre jolie rousse, est entrée en formation cet été. Elle nous a été confiée par Véronique, qui a choyé la belle durant une année. La Pony est elle aussi entrée en formation cet été. Valentine et Florent l'attendent impatiemment les week-ends pour des moments de détente en famille. Et je profite de la présence de Joël pour lui demander de nous présenter les chiens qui sont actuellement en famille. Mulan est une jeune chienne bourrée d'énergie. Après un été riche d'aventures, elle a repris le chemin de l'école auprès d'Eliane. Maki a profité de son été pour devenir un vrai majordome, en accueillant les nombreux touristes dans le gîte ardennais de Jean-Paul. Moreau a grandi tout en sagesse. Chien doux et posé comme son papa Hiro, déjà chien guide, il fait la joie et la fierté de sa famille d'accueil Chantal et Bruno. Récemment, il a aussi rencontré une partie des membres du Rotary Club de Liège-Chaudfontaine, qui a financé son arrivée. Un très beau moment d'émotion. Noupsi est en famille d'accueil chez Patricia sur les hauteurs de Liège. Cet été, elle a participé à des fêtes de quartier, des activités culturelles et à de belles promenades en compagnie du chien de la famille. Lassie a malheureusement dû quitter le programme de formation. Elle profite désormais d'une belle vie de chien, de famille, auprès de Chantal et Bruno, sa famille d'accueil, et guide de son expérience le jeune Moreau. Un grand merci à l'agence Marie-Laure d'avoir rendu possible l'accueil de cette magnifique petite chienne. Diego, lui aussi écarté du programme de formation, est resté auprès de Catherine et ses enfants. Belle vie à ce grand sage. Merci beaucoup Joël et j'accueille Manon pour les petits nouveaux. Nuage vit auprès de Betty et Michel à Fléron. Cet été, il s'est rendu au travail avec Betty, ainsi qu'au manège et au golf avec Michel. Plein d'aventures pour le joli Nuage. Nixie est accueillie chez Josiane et François, les heureux grands-parents de Norman grâce à Cassis. Déjà très à l'écoute de François, cette petite chienne est prometteuse. Néon, joli petit labrador blond, est accueilli dans la famille de Laurence. Il a découvert, à ses côtés, à quoi pouvait bien ressembler une rentrée scolaire chez les petits humains. Gageons qu'il sera rapidement la mascotte de l'école où Laurence travaille. Norman est en famille d'accueil à Liège. Il découvre l'université auprès de Maëlle et le cabinet de kinésithérapie avec Léopold. Ses journées sont bien remplies auprès de ce jeune couple. Merci beaucoup Manon. Et alors on passe à une mini nouvelle section qui est plutôt chouette, c'est le carnet rose. Tu peux nous en dire plus Manon ? Oui, tout à fait. Notre adorable Cassis est une jeune maman épanouie. En juillet dernier, elle a mis au monde 6 magnifiques petits bouts. Tout cela a été rendu possible grâce à notre collaboration avec l'ASBL Purpose Dogs ainsi qu'à Anne et Stéphane, famille d'accueil maternité. Elle nous a permis d'accueillir le petit Norman. Bravo maman! Notre intelligente Laska a également été sélectionnée pour devenir une maman d'exception. Un énorme merci à Fanny et Félix qui ont su cultiver toutes les belles compétences de la Miss. Nous lui souhaitons une belle et heureuse marmaille auprès de Daisy, famille de Purpose Dogs. Merci beaucoup Manon, merci Alena, merci Joël pour ces news. Eh bien on passe au mot de conclusion et à la fin de ce podcast déjà. Et voilà pour ce nouveau numéro de votre podcast préféré. J'espère vraiment qu'il vous a plu et j'espère surtout que les nombreux voyages proposés vous auront permis quelque part de vous évader. On se retrouve en mars 2026, ça fait loin mais ça va aller très très vite. En attendant, passez un très bel automne, passez un très bel hiver et puis à très bientôt. Vous venez d'écouter le podcast du Compagnon Guide. Merci et à bientôt.